place est à M. Georges Goma Gakissa. Il est chargé de la communication de la Convention de la diaspora des Congolais du Canada. M. Georges Goma. La transition démocratique en Afrique. Voilà la chose. La chute du mur de Berlin a donné à espérer à l'Afrique une nouvelle façon de faire la politique. Nous avons tous espéré sur ce changement de paradigme, n'est-ce pas, de la vie politique en Afrique. Alors, 20 ans après cela, quel bilan peut-on en faire? En regardant un peu cette transition démocratique qui n'est pas terminée, certains l'ont stabilisé un peu, d'autres sont encore là-dedans. J'ai observé le Congo-Brazzaville. Qui était parmi les pays finalement à avoir enclenché un processus de démocratisation réussi. Et malheureusement, quelque temps après, le bilan est exécrable. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui a dû se passer? Pour aujourd'hui, je me suis intéressé un peu à cette thématique, je reviens ici, le Congo-Brazzaville, la transition démocratique dynamitée par la cobralisation des institutions de répression de l'État et par le mensonge d'État érigé à une dimension paradigmatique. Alors, au départ, en fait, je voulais faire deux présentations, l'une à côté de l'autre, mais le temps qui nous est imparti ne nous permettait pas. Alors je me suis dit, c'est important pour moi, pour expliquer à ma manière, pourquoi est-ce que la démocratie au Congo-Brazzaville a pris de l'eau et va à volo. Alors, vous voyez très bien que la première idée, en fait, c'était comprendre et élaborer l'historiographie du phénomène des milices au Congo-Brazzaville. Cette historiographie nous permettra de comprendre beaucoup de choses. Pour le cas précis du Congo-Brazzaville, nous connaissons les milices populaires. À l'époque, même avant les milices populaires, le Congo socialiste, il y avait les milices, d'autres types de milices. Au Congo-Brazzaville, la GNR, on connaît très bien. Et puis, à l'ère démocratique, on est arrivé aux milices ethniques. Tous les Africains ont compris qu'il y avait des ninjas au Congo-Brazzaville, il y avait des cobras au Congo-Brazzaville, il y avait des mambas au Congo-Brazzaville, il y avait des zoulous au Congo-Brazzaville, ainsi de suite. Et la cobralisation, vous comprenez très bien que depuis l'émergence de ces milices ethniques, il y a une milice qui a percé. Une milice qui a percé et qui a pris une place extraordinaire dans la circularité de l'action politique au Congo, de la vie politique au Congo-Brazzaville, c'est la milice Cobra de M. Denis Sassou Nguesso. Alors, un peu plus loin, j'ai fait une petite construction lexicale, on va en rigoler. Et à ce moment-là, donc, cette idée-là, ce que j'avais derrière la tête, c'est la subordination des forces de l'ordre et des forces armées à une logique politique d'essence cobralgique. Vous voyez, tout ça, c'est des néologismes. Parce que j'ai voulu que ça soit comme ça, comme dans une série de construction du savoir. La réalité est là, il faut la décortiquer. Et de l'autre côté, de façon connexe, il y a le mensonge d'État en politique. Vous voyez, qu'il s'agisse des milices, qu'il s'agisse du mensonge d'État, ce n'est pas des inventions, c'est des choses qui ont toujours existé. Et rassurez-vous, on repart à la Rome antique, on trouve ces choses-là. Donc ce n'est pas nouveau. Mais nous vivons le temps contemporain. C'est toujours bien de voir un peu comment est-ce que c'est. Alors, il s'agit d'un mensonge, c'est pendant la guerre civile. Alors, ça se dit ouvertement qu'il dormait tranquillement dans son lit. Donc j'ai dit, ah ben ça c'est un sommeil placide, hein, calme, tranquille. Alors, et puis c'est un mensonge accablant. Parce qu'évidemment, au niveau de la critique, on peut voir très bien qu'il y a eu une organisation formidable. Il y a eu le fret. Un fait qui est parti du Bourget, chargé de 25 tonnes d'armes, qui passait par le Gabon et ensuite atterri chez M. Denis Sassou Nguesso, plein d'armes. Ils ont dit que c'était des t-shirts. Des t-shirts qui pèsent 25 000 tonnes.
Alors il faut aller chercher. Donc voilà ces choses-là. Et puis aussi, Brazzaville à feu et à sang, c'est le livre de Dabira. Vous lisez ce livre de M. Dabira, ah ben c'est toute une stratégie militaire. On ne peut pas dire que ça n'était pas préparé, la guerre civile n'était pas préparée. Alors j'ai terminé le référendum, le mensonge du référendum aussi, eh bien, évolution des institutions. Voilà la revendication, évolution des institutions. Et là aussi, c'est un mensonge monumental. Parce qu'il y a eu absence de crise politique, institutionnelle et constitutionnelle, tout marchait correctement. Alors d'où vous vient l'idée de vouloir changer la Constitution quand il n'y a pas de crise au pays, quand ça marche correctement? L'avant-dernier, c'est les présidentielles de 2016. Et là encore, c'est la revendication, c'est un choix équitable. On va faire un choix équitable en 2016, donc il n'y a pas longtemps. Et à ce niveau-là, le type de la nature, c'est un mensonge décomplexé. Ils sont décomplexés. Les choses sont tellement claires qu'ils ont le courage, n'est-ce pas, d'avancer quand même des raisons qui sont des raisons fallacieuses pour justifier, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. Et là, je parle de l'absence de crise, ça je l'ai dit, colonel partial, scrutin truqué, résultat frauduleux. Et le dernier, c'est le fameux vivre ensemble, qui est le petit bébé là. Il n'y a même pas une semaine qu'il parle du vivre ensemble. La fameuse concorde ou bien le dialogue, je ne sais pas comment il veut l'appeler. En tout cas, le dernier mensonge, c'est le vivre ensemble, qui est la concorde nationale et qui est un mensonge irrévérencieux, c'est-à-dire injurieux. Comment voulez-vous aller à un dialogue quand le pays est sous les bombes, quand les opposants militaires de l'opposition sont dans les prisons, les gens sont intimidés, le pays est quadrillé par de l'armée, la police, les mercenaires et tout le monde. Et vous parlez quand même de concorde nationale et vous voulez aller au Tchad. Voilà. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Je suis désolé d'avoir pris autant de temps. Merci. Merci, monsieur Georges Gouma. Mais restez, monsieur Georges Gouma. Éventuellement, frère, mes chers compatriotes, vous avez l'opportunité de poser quelques questions à M. Georges Gouma avant de passer à un deuxième orateur. Donc, il a parlé de la corporalisation. Vous essayez à il ne faut pas que ça soit corporalytique, mais éventuellement, cobralement, poser très bien vos questions. Mais voilà, cobralement. Si vous avez quelques questions, M. Georges Gouma est à votre écoute. Merci. Une question, M. Chef Gouma, en fait, j'ai été vraiment très content de votre exposé d'abord, mais j'ai pensé qu'il fallait quand même donner des esquisses de solutions, parce qu'en fait, des esquisses de solutions, c'est quoi? Vous avez parlé de, comment on appelle ça, des cobras, en fait, des milices par-ci par-là, qui sont formées après, mais pour restaurer, comment on appelle ça, l'ordre au Congo-Brazzaville, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'en fait, est-ce qu'il faut revenir aux milices? C'est ça? Il faut revenir aux milices pour qu'il y ait l'équilibre de force entre les milices de Sassou et puis les autres milices pour enfin peut-être faire partie. Merci de votre question, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que c'est ce que l'on recherche au Congo-Brazzaville. La première des choses, nous sommes en démocratie. Et la démocratie, c'est un concept simple, universel. Régler le problème politique au Congo-Brazzaville. Ce problème politique qu'on évite à dessein, je vais dire. Réglons le problème politique, faisons participer tous les Congolais à cela, et puis on trouvera comment, n'est-ce pas, utiliser les milices, comment réorienter les milices. Je vous ai dit que les milices sont une réalité normale dans tous les pays, en tout temps, espace et temps. Ça existe. Dans certains pays, vous savez, l'armée parfois ne suffit pas pour aller au front. Et puis, patriotiquement parlant, on demande aux jeunes, on demande aux gens en âge de porter une arme et valide de défendre la nation. Je me rappellerai encore Pétain pendant la Deuxième Guerre mondiale dire oh ben, trop d'armes, peu de bras. Trop d'armes, peu de bras. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, une politique nataliste a poussé de sorte qu'il y ait beaucoup de gens pour défendre la patrie. Donc, les milices, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Mais comment utiliser ces milices dans le cadre de la nation, pas dans le cadre de l'ethnie, pas dans le cadre de la conservation d'un pouvoir. Parce que si au Congo il y a cela, c'est une impasse. À un moment, je dis souvent, l'impasse Mboshi. C'est une impasse. C'est une impasse. Il n'y a pas d'avenir par rapport à cela. Garder le pouvoir par tous les moyens. Je ne sais pas si j'ai apporté quelques éléments. Une autre question.
Monsieur Georges Goma. Oui, monsieur Ba. Moi, je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que vous trouvez que les milices, c'est normal qu'il y ait dans un pays qui a passé près de 10 ans de guerre civile? Et si, dans cette question-là, la solution, moi, je pense que sa solution est très fondamentale, comment sortir de cette réalité? Est-ce qu'il faut, par quel moyen, en principe, contraindre Sassou Nguesso pour qu'il recule? Parce que le pays va d'incertitude en incertitude. Très bien. Mais vous savez que contraindre Sassou Nguesso, je pense que ça se... Comment? C'est ça la grande question. Tout ce que nous faisons ici, là, vous savez, l'activisme que nous faisons une diplomatie parallèle. La Convention, pour ne pas la nommer, a mené un certain nombre d'actes où nous allons rencontrer des autorités politiques ici. Mais c'est pour mener cette diplomatie parallèle, pour contraindre évidemment M. Denis Sassou Nguesso, parce que M. Denis Sassou Nguesso, dans la circularité de sa politique, il y a l'espace intérieur qu'il domine, qu'il fait tout pour dominer. Vous comprenez très bien qu'il a eu il y a des mercenaires au Congo-Brazzaville, il s'est embauché, il a de l'argent pour ça, et en ce net moment, une cartographie de l'espace militaire au Congo-Brazzaville vous le montrera. Donc contraindre évidemment, c'est la communauté internationale qui peut contraindre sur la base des chartes et des documents internationaux pour convaincre M. Denis Sassou Nguesso d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Parce que c'est clair et net, ça se fait au su et au vu de tout le monde, la communauté internationale, c'est ce qui se passe au Congo. Maintenant, quant à savoir pourquoi jusqu'à aujourd'hui la communauté internationale n'a pas réussi à infléchir M. Denis Sassou Nguesso, c'est une autre question. M. Obama a parlé. Vous voyez, Hollande a parlé à un certain moment. Les organisations internationales ont parlé. Mais M. Sassou est toujours là. Ils n'ont fait qu'à sa tête. Alors, allez comprendre pourquoi ils n'ont fait qu'à sa tête. Là, c'est une autre dimension de la chose. Mais ce qu'il a proposé, c'est vrai, il faut chercher des voies et moyens. Je n'ai pas la solution panacée. Je ne sais pas. Merci beaucoup, M. Georges Goma. D'abord à dire merci à la Convention des Congolais du Canada de nous avoir invités. Tout d'abord, lorsqu'on m'avait proposé de venir à cette conférence, j'ai voulu décliner l'offre parce que dans ma démarche personnelle, je dirais intellectuelle, je suis rendu à me dire on n'est plus là, 60 ans après notre indépendance, à chercher comme le terme, comme vous l'avez si bien dit dans le terme, les enjeux et l'état de nos démocraties. Pour moi, je dis qu'on connaît déjà les enjeux, on les connaît. On connaît aussi l'état de nos démocraties et on est déjà rendu, les intellectuels africains, à trouver des solutions. Alors, mais dans ma démarche, après avoir discuté, les gens m'ont convaincu. Je me suis dit, mais je vais aller un peu plus loin. J'ai un ami, effectivement, monsieur le pasteur, qui est ici, homme d'église, mais qui a osé, il est encore très jeune, mais qui a osé aller au Gabon et puis aller se présenter comme candidat à la présidence de la République. Bon, mais je me suis dit, peut-être que ce serait intéressant de l'inviter et de nous faire une présentation. Mais avant toute chose, je voudrais quand même revenir très rapidement sur les enjeux qui concernent le cas du Gabon, si vous voulez, et d'ailleurs qui touchent la majorité des pays africains, je pense. C'est ça. De mon point de vue, quand je disais que, en fait, les enjeux, on les connaissait déjà, c'est des choses, d'ailleurs, si je prends dans le cas du Gabon, mon premier enjeu en tant que tel, dans ma démarche personnelle, je pense que le principal enjeu, c'est essayer d'acquérir, d'aller chercher l'indépendance politique, économique et plus financière. L'indépendance politique, c'est quoi? On voit dans le cas du Gabon, déjà, l'électeur France joue un grand rôle très important dans le choix des dirigeants. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de trouver des solutions pour casser cette façon de faire? L'autre, c'est l'indépendance économique. Ça, vous le savez, le franc CFA nous a donné une pseudo-indépendance, mais on nous a aussi liés par la monnaie. Ça, c'est quelque chose. Si on ne trouve pas de solution par rapport à ça, il n'y aura aucun développement, on va tourner à rond, et tout ça, on va se... Vous vous rendez compte, seulement cette année, plus de tous
les pays africains. 6 700 milliards qu'on a versé au trésor français. Mais si on ne prend pas cet argent-là pour investir, c'est comme, imaginez-vous, c'est comme si vous partez travailler, on vous prend 50% de votre salaire, mais vous vivez avec quoi? C'est ça qui nous arrive. Alors donc, tout ce qu'on fait là, si on ne cherche pas cette indépendance économique, ça c'est des grands enjeux. C'est des choses qu'on devait déjà le savoir pour chercher des solutions. Comment on fait? Les leaders qu'on a actuellement en Afrique ne peuvent pas trouver des solutions par rapport à ça. Ils ont d'autres problèmes parce que eux, leur objectif, c'est de rester au pouvoir, mais ils ne sont pas là pour l'intérêt général. Ça, c'est des enjeux qu'on devait le savoir pour essayer de chercher des solutions. L'autre enjeu, c'est le défi de la culture démocratique. Ça, c'est primordial. C'est primordial parce que c'est ça nos problèmes qu'on a actuellement. Bon, pour moi, j'estime qu'il faut de plus en plus éduquer parce qu'on sait très bien qu'il y a forcément une corrélation très forte qui existe entre le multipartisme et puis les partis politiques chez nous. Bref, c'est des choses. Donc, mais ça peut venir par la formation, la mise en place. Et ce que j'ai mis ici, c'est pour vous dire que ça, c'est des enjeux qui sont très, très, très importants. Je ne voudrais pas prendre trop de place. Ça, c'est des choses qu'on pourra résumer dans le document final pour laisser la place au principal, au vainqueur. Ça, c'est aussi un autre défi qu'on doit résoudre. Si je parle d'État, moi, l'État, depuis les années 90, depuis qu'on a introduit la démocratie dans nos pays, la démocratie de la il y a toujours 3 tares. En dans le cas du Gabon, c'est 3 tares que j'appelle, que j'ai nommé ici consensus, corruption, contournement. Quand je parle de consensus, c'est que nous, au Gabon, depuis les années 90, c'est qu'on tolère que le président de la République vole les élections, après avoir volé, après se tourne vers les opposants pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, les opposants acceptent, ils viennent là-dedans, chacun mange son petit morceau, et puis on oublie le principal. Avec ça, avec cette façon de faire, il n'y a aucune démocratie qui peut s'installer. C'est qu'on constitue, on fait semblant. Mais en faisant semblant, on se voit à la face et puis on reste toujours à la place. L'autre, c'est la corruption. La corruption, ça devient... Actuellement, même au Gabon, pour faire accepter même une candidature, on déverse de l'argent même aux responsables des institutions pour qu'ils acceptent des candidatures qui devaient peut-être accepter, compte tenu même de la loi qui est là. Le contournement, c'est comme on contourne les lois, tout ça pour essayer d'être capable toujours de rester au pouvoir. Actuellement, la manie, c'est quoi? C'est que le plus grand opposant, c'est celui-là qu'on met en question. On l'accuse de vol, des trucs comme ça. Maintenant, c'est une nouvelle façon de faire. En Afrique, il y a déjà 3 pays qui l'ont essayé, le Gabon l'a essayé, le Congo aussi. Les 2 Congos d'ailleurs. C'est une nouvelle façon de faire. Ça, c'est vraiment récent. On utilise la loi pour punir, pour empêcher quelque chose qui est la gouvernance. Alors, au Gabon, comme vous le savez, aujourd'hui, à minuit, il y a une campagne électorale qui a commencé là. Et puis, vu par rapport à tout ça qui s'est, tout ce que je viens à peine de vous dire, est-ce que c'est pas beaucoup de force ou bien on ne peut pas avoir une alternance? Alors, ça, c'est une question que je me suis posée, puis j'ai voulu qu'on partage ensemble, on va faire quelque chose de plus pratico-pratique, pas forcément théorique, demander à quelqu'un qui est parti sur le terrain, qui a vu avec ses yeux, qui a essayé, et puis qu'à un moment donné, qui a voulu, tout à un moment donné, puis revenir au Canada. Et d'ailleurs, quand il partait, je lui avais dit, écoute, je suis de tout corps avec toi, et que je le félicitais d'aller voir à son jeune âge, et puis d'avoir osé. Et il a osé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais m'incliner, je vais me mettre à côté pour lui laisser la place. S'il y a des questions par rapport aux enjeux, puis tout ce que j'ai raconté, peut-être c'est mieux que je prenne une chaise pour m'asseoir à côté, ou bien que je me laisse. Oui, je peux bien. J'étais où à l'aise? S'il vous plaît. Pour lui laisser la parole et puis continuer un peu. Merci. Merci, Jean. Vous savez, comme il a dit, je suis un homme d'église. Et nous avons une façon de regarder l'église, de regarder l'homme d'église. Et il y a une conception générale que nous avons apprise depuis longtemps dans nos bancs d'église, c'est que l'homme d'église ne devrait pas faire d'église. Et donc, en partant de là, on se rend compte que tout est faux. La relation que l'on entretient d'une part avec Dieu, d'autre part avec l'Église, on
on se rend compte que ça tient malheureusement sur quelque chose de non fondamental. Je veux dire ici que, en parcourant la Bible, il y a des textes qui nous renversent tous. Et je ne connais pas un seul homme d'église qui, face à la réalité de la parole, peut rester insensé. Tout ce que la société africaine, ne parler que de l'Afrique parce que c'est ce qui nous concerne, est en train de dénoncer, on retrouve tout simplement dans les Écritures. Et il y a une parole qui m'a particulièrement touché. Elle se trouve dans le livre d'Ésaïe, pour ceux qui aiment bien, ceux qui sont familiers avec les Écritures. C'est un homme que j'ai rencontré et qui m'a transformé. Ésaïe 58, 12. Et cet auteur va dire ceci: grâce à toi. Ça, c'est la traduction de Louis II, 21. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations de on t'appellera réparateur des brèches, restaurateur des sentiers. Voyez-vous? Ici donc, le message est... Et nous réalisons, pour ce qui me concerne, je réalise que la majorité des Africains, nous sommes tous des opposants dans nos quatre murs. Ça veut dire quand je rentre chez moi à la maison, là, ma femme, mes enfants, c'est là que je suis opposant. Une fois que je sors de la maison, je deviens quelqu'un de normal. Je dis, cette façon d'étouffer nos frustrations et de les transférer à nos propres familles alors que nous savons où se trouve le mot, ça c'est grave. Et je vais donc être, n'est-ce pas, le bon chrétien quand je suis à l'église. C'est là que je vais dire, il faut être soumis aux autorités, alors que quand je rentre chez moi à la maison, je meurs malheureusement, je souffre, je suffoque, j'écume, parce que je sais que les choses vont mal. Je dis, cette hypocrisie que nous revêtons à la fois dans nos églises et dans nos mosquées, je dis, ça doit cesser. Voilà ce qui m'a amené, moi, à me positionner. Et je suis allé. Je dis cette fois-ci, trop c'est trop. Et j'ai posé ma candidature, bien entendu. Et je peux vous assurer que l'expérience que j'ai eue dans ces derniers mois a été fabuleuse. Parce que j'ai réalisé que ces hommes aujourd'hui, que nous diabolisons ou que nous déifions, ça dépend de là où nous nous trouvons. En réalité, c'est nous-mêmes qui entretenons ce cynisme. Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour les faire partie de nous. Tout. En 2 mois, j'ai réussi à faire bouger cet édifice. Alors que je suis parti pratiquement sans rien. J'ai dit, qu'est-ce qui fait en sorte qu'alors qu'aujourd'hui, ceux qui sont là depuis longtemps en politique, depuis 30 ans, 40 ans, des opposants que nous supportons, des opposants que nous croyons donc être des hommes et des femmes capables, mais ils n'ont jamais, en aucun cas, bousculé ces systèmes. Que se passe-t-il? Mais c'est très simple. C'est parce qu'ils sont tous dans le même système. La majorité de ces opposants ont été fabriqués. Si je prends le cas du Gabon depuis 1990, lorsque les événements de la démocratie est arrivé, il y a donc des opposants qu'on a programmés pour accompagner simplement le système démocratique. Leur rôle n'a jamais été de prendre le pouvoir, mais simplement d'accompagner le pouvoir. Malheureusement, la population suit ces hommes, les yeux fermés. Pourquoi? Parce que nous aspirons tous à sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et donc ici, le problème est entre nous-mêmes. Parce que nous suivons les yeux fermés ces gens qui sont là. Vous savez, il y a des gens à qui on a pratiquement donné le pouvoir, mais qui l'ont refusé. Qui l'ont refusé. Je prends le cas du Gabon où on a eu des élections. Lorsque l'opposant voyait que cette fois-ci, il va gagner, il démissionnait. Il demandait simplement, non, je me retire. Et malheureusement, la population, on a continué à suivre ces gens-là, les yeux fermés. Mais parce que chacun, c'est du théâtre. Et chacun, ces hommes politiques, chacun est dans son rôle qu'on l'a attribué. Et c'est là que nous disons ceci. Si nous voulons véritablement arriver à changer ce que nous sommes en train de décrire, il nous faut établir un nouvel ordre. Et ce que moi j'appelle dans le cas du Gabon, le nouvel ordre national. Et si chaque pays peut rentrer dans cette nouvelle vision, déjà les autres parlent de nouvel ordre mondial, mais nous savons ce que ce nouvel ordre mondial veut dire réellement. Mais nous avons besoin d'avoir un nouvel ordre national, le NON. Et ce NON, ça commence par un nom.
Pour ceux qui sont ici au Québec, nous connaissons un peu tous, pour ceux qui ont fait un peu des études collégiales et qui ont fait quelques lectures, le nom. Ce nom qui nous permet de refuser toutes les formes d'injustice. Et lorsque nous allons rentrer dans cette nouvelle vision, je peux vous assurer que ce que nous dénonçons aujourd'hui, eh bien, nous allons le stopper, clair et net. Nous sommes là. Eh bien, j'ai juste fait un premier dépôt, et je ne suis pas allé jusqu'au bout, pour des raisons assez incroyables. On a réalisé, bien entendu, que le système est bien où il est bien organisé. Et nous avons donc besoin de comprendre, quand on rentre dans ce milieu, il faut s'organiser. Vous savez, pour ce qui est des diasporas canadiennes et nord-américaines, je crois qu'il est temps pour nous qu'on s'y intéresse à la chose politique. Jusqu'ici, la diaspora africaine en Europe a fait des propositions. Mais nous savons que ces gens, souvent, ils sont nommés entre au gouvernement et ils n'ont jamais rien changé. Parce que ce que nous voyons de l'Europe, le lien que l'Europe entretient avec l'Afrique, c'est un lien très incestueux. Et donc, du coup, les hommes et les femmes qui sortent et qui rentrent dans le système, on voit qu'ils ne parviennent pas à changer quoi que ce soit. Ils sont avalés. J'ai aimé, bien entendu, le néologisme que M. Ngoma ici a donné par rapport au Congo. Le Cobra, le cobragisme. Écoutez, là. Déjà, rien que le nom Congo et Brazzaville, si on prend les deux, on a le co et le bras. Donc, on rentre ici dans le serpentisme en quelque sorte. Et donc, vous comprenez que dans cette situation-là, c'est malheureusement le cas qui concerne l'Afrique. Nous sommes avalés par ce serpent. Alors, je peux vous assurer que nous avons des solutions. Ça demande quoi? J'ai donné aux Gabonais quelque chose de simple quand j'ai fait ma conférence de presse. J'ai dit, ces gens qui sont au pouvoir n'ont pas le monopole de l'intelligence. Ils n'ont pas le monopole de l'espionnage. Et le mot espionnage est biblique. On le trouve dans les Écritures. Si on veut renverser ces systèmes, on doit rentrer dans ces systèmes. Mais ça, je peux peut-être étonner quelques-uns. Je peux vous assurer que de l'extérieur, c'est quasi impossible. Parce que nous savons que l'extérieur, c'est eux qui imposent ces systèmes. Dites ce que vous pouvez penser, les amis. On a vu ici le cas, n'est-ce pas, de la guerre des eaux. Ce sont des lobbies extérieurs qui rentrent. Comment est-ce que nous, de l'extérieur, on peut encore les renverser alors que c'est l'extérieur qui maintient le système? Donc on a besoin d'un peu de diligence, un peu de sagesse pour y être et voir comment est-ce qu'on peut faire éclater cette vie. Bref, en un mot, je crois que pour ce qui est du Gabon, on est rentré dans un processus de transition. Et je le vois un peu dans la majorité des pays africains. Et c'est là que nous, maintenant, en tant que diaspora, on devrait saisir cette opportunité. Parce que cette transition qui se dessine, est-ce qu'elle se dessine avec nous ou sans nous? Tant aussi longtemps que nous allons être à l'extérieur, on ne pourra pas du tout faire profiter à nos nations ces changements. Parce que ceux de l'extérieur commencent à être fatigués par les gens qui eux-mêmes ont placé au pouvoir. Il y a des tentatives qui ont été faites, soit au Congo, soit au Cameroun, soit au Gabon, un peu partout, essayer de changer ces hommes. Il y a déjà des tentatives qui sont faites. Mais là, aujourd'hui, on est en train de chercher quel est l'homme ou quelle est la femme qui pourra réellement apporter ces changements. Je côtoie des gens, je côtoie des Occidentaux qui, je peux vous assurer, veulent voir l'amélioration des conditions de vie des peuples africains. Et là, bien aimé, c'est à nous de saisir. J'aime bien ce texte, et grâce à toi. Je dis, je ne veux plus être un opposant de 4 murs. Je ne veux plus être un opposant entre 18h quand on rentre chez moi à la maison et 6h du matin. Je veux faire partie de la solution et non du problème. Voilà l'expérience très vraiment que je voulais partager avec vous. Je vous remercie. Non, je tiens à souligner cela. Parce que vous avez pratiquement pris 15 minutes. Et bravo. Merci. Bravo. 15 minutes pour 2 personnes, bravo. 5 minutes pour l'Afrique. Et éventuellement, la période des questions et réponses est ouverte. Si vous avez des questions à poser,
Mais notre frère est disponible pour répondre. Merci beaucoup. Monsieur, j'ai une question. oui, après... Merci. Ce n'est pas une question. Votre discours me plaît beaucoup. Ce que je trouve plaisant là-dedans, c'est votre ardeur. Moi, j'ai envie de dire, allez-y, allez-y, allez-y. Mais mon cher ami, ne pensez pas que c'est facile. Ne commettons pas l'erreur de mettre toute l'opposition africaine dans un seul et même sac. Croyez-moi, parmi les opposants africains, il y en a eu des sérieux, il y en a eu des convaincus, il y en a eu qui ont eu autant d'ardeur que vous, et beaucoup sont morts. Moi, j'aimerais vous entendre dans 3 ans. Allez essayer. Je voudrais donner vraiment la chance pour eux. Allez essayer et donnez-nous rendez-vous dans 3 ans. Voilà. Merci beaucoup. On avait 2 autres questions. Oui. Bon. Allez-y. Bon, mais en fait, oui, le Gabon, bon, vraiment, ça me plaît beaucoup le Gabon parce que. Mais j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur parce que. En fait, c'est le même système qui s'est passé au Congo, qui va. En fait, c'est le même système que Ali Bongo va calquer. Il va carrément plaquer ça au Gabon et du coup, il passera. Ça, je vous le dis, il va passer par exemple. C'est pas une question circonstance. Oui, c'est bon. Merci beaucoup, monsieur Georges. Oui, vite fait, rapidement. Je suis aussi tout à fait content de l'enthousiasme, évidemment, que vous avez, le fait que vous soyez parti sur le terrain et voir tâter de vos mains, ça c'est très très important. Mais comme vient de le dire Olivier, nous avons des expériences aussi, des gens qui sont partis. Il y a ça, un rouleau compresseur. Il y a la logique du rouleau compresseur. Alors, les choses sont comme le baobab. Vous voyez, quand vous mangez votre avocat, vous jetez le noyau, ça pousse. Une semaine après, avec un doigt, vous enlevez. Un mois après, avec 2 mains, vous enlevez. Mais avec des années et des années, il faut un bulldozer pour enlever. Vous voyez? Donc, cela est très important. C'est bien la perspective, mais nous avons la réflexion importante finalement. Jean-Louis, la réflexion est importante parce que c'est tout ça qu'il faut voir. Aller participer de quelle manière? Nous savons ce qu'il faut faire, mais on ne sait peut-être pas encore comment le faire. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Une observation. Merci beaucoup. La période des questions-réponses est terminée, mais nous allons faire une exception. Il y a notre sœur Eliane qui a une question, s'il vous plaît. Oui, moi je voulais dire qu'en Afrique, quand on ne parle pas le même langage, on est sujet d'eux. Si vous parlez depuis, je vous ramène pendant les indépendances. Hein. On a vu Lumumba se faire tuer au Congo démocratique. On a vu Marien Ngouabi se faire tuer, comme a dit mon doyen Georges. Et pour ne citer que cela. Alors, vous nous encouragez d'aller avec les, on va dire, les cobras. Alors, le cobra, il crache quoi? Le venin. Moi, avec quelle arme je vais quitter le Canada en laissant ma famille pour aller rentrer dans le système, entre guillemets, pour vouloir changer les choses. Si vous avez quelque chose à me donner là comme manière, là, j'aimerais bien entendre ça, parce que ça peut nous édifier. Hein. Je ne sais pas comment le faire, parce qu'en Afrique, moi, je ne crois pas à la loi. La loi, c'est la loi du plus fort. Tu parles en prison. Tu parles, si tu n'arrives pas, on t'empoisonne, au bout de temps, tu meurs. Tu parles, les preuves sont là. Alors j'aimerais vraiment que vous nous donniez un peu la démarche. Merci. Je voudrais quand même, en fait, t'entendre parler par rapport à ta question, c'est comme pour dire, nous devrons, en tant que diaspora, en Amérique du Nord ou bien n'importe où, nous devons rester opposants dans nos quartiers. Non. Et de temps en temps, quand on veut, on fait des conférences comme on le fait ici, et puis après on part chez nous, on dort, et puis avec notre famille, la vie continue. Et c'est très dangereux d'avoir cette posture-là, parce que de mon point de vue, je pense que le moment est venu qu'il y ait quelques-uns d'entre nous qui se sacrifient. Alors c'est pourquoi j'ai tenu, quand on m'a invité, de faire appel. Moi j'ai admiré son courage. J'ai admiré son courage, et puis j'ai dit non, il faudrait quand même qu'on en discute. Et je te pense. La question que tu poses est très très fondamentale. Il faut dire que j'ai expérimenté la difficulté d'être sur le terrain.
j'ai perdu des biens. J'ai des gens de mon entourage qui ont été séquestrés. Donc ça, ce n'est pas des choses que j'ai entendu dire, c'est des choses que moi j'ai vécues. Ceci dit, si on prend bien entendu l'analogie ici du cobra, il crache le verre. Mais nous savons tous qu'il y a des antidotes. Le vieux ou le sage africain, il savait comment, quand il devait aller en forêt, comment se badigeonner de toutes sortes d'huiles et autres pour se protéger contre toute éventualité de morsure de serpent. Ça, on le sait. Et donc, tout système, quel qu'il soit, a été conçu par l'homme. Et dès lors que c'est l'intelligence humaine, ça veut donc dire qu'il y a une autre intelligence en face qui peut déconstruire ce système. Et moi, je vais de ce principe pour dire il y a des intelligences quelque part en Afrique qui méditent, qui réfléchissent. Et si ces intelligences se lèvent, on saura dans un lieu comment faire tomber ces systèmes. Vous savez, on ne se bat pas ici contre un homme. Parce que je dis, vous me prenez là, vous me mettez à la place de Sassou, de Bongo, ce n'est pas de n'importe qui. Dans le système actuel, je ne crois pas que je ferai. Parce que le système est fait de telle sorte que quand tu rentres, tu ne peux pas être bon. Et d'où nous devons donc revoir la réflexion de façon inverse. Alors donc voilà la situation dans laquelle je me trouve avec quelques compagnons pour réfléchir. Vous dites les amis, notre combat, il est beaucoup plus vaste que nous. Mais nous gagnons. Lorsque nous demandons, j'ai pris un exemple, j'ai dit écoutez, je suis allé sans rien. J'ai même donné un exemple, j'ai dit, j'ai juste pris un grain de sable que j'ai jeté sur le toit Gabon. Et j'ai vu comment les gens ont commencé à tout sauter. Imaginez si j'ai maintenant un caillou. Comme l'a fait un jour un homme de Dieu, David. Je dis, ça va chauffer. Voilà d'où je nous encourage. J'admets avec Olivier, oui, on peut perdre la vie. Et il n'y aura pas de salut s'il n'y a pas de gens qui ont ce talent. Et je le rappelle, ce n'est pas, on ne va pas là pour un simple amateurisme, c'est un appel. Si quelqu'un n'est pas appelé à ça, peu importe ce que l'on peut faire, on y arrivera. C'est une vocation. Il y a des gens que Dieu a appelés, il y a des gens que Dieu a préparés pour la situation de l'Afrique, pour libérer l'Afrique. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci, notre... À présent, nous allons passer à la Guinée. Monsieur Ibrahim Ba, il est de la Guinée, écrivain et homme politique guinéen. Il va nous parler des transitions politiques qui ont eu en Guinée jusqu'à nos jours, de 2010 jusqu'en 2016. Je vous présente M. Ibrahim Ba. Merci. Bonjour, à présent, moi je vais vous parler de la Guinée. Tout le monde a entendu parler de la Guinée à l'époque de Sékou Touré. C'était un pays représentatif. C'était l'incarnation du panafricanisme. C'était l'homme qui voulait héberger tous les résistants. Et en plus, c'était l'homme qui voulait apporter de l'aide au Congo quand Lumumba était dans des problèmes. Mais moi, je vais dissocier Sékou Touré, le président, et Sékou Touré, le panafricaniste. Il a été un très grand panafricaniste, mais il n'a pas été un bon président. Vous savez qu'il a pris l'indépendance. La Guinée a pris... Il a donné l'indépendance à la Guinée en 1958 dans des conditions un peu particulières. Et puis, la Guinée, on a vu 26 ans, pendant 26 ans, c'était le régime de parti unique, on a brisé les intellectuels. On parlait tout à l'heure des intellectuels n'ont qu'à rentrer. Si on reste ici, on va être, comment on appelle, on ne va pas changer. Il y a des intellectuels qui ont laissé des postes en France, qui étaient professeurs, de brillants professeurs, qui sont rentrés pour apporter leur pierre à la Guinée, et puis pour essayer, pour amener le pays à une forme d'organisation socio-politique et économique en vue de lui donner une place qu'elle doit en Afrique. On a vu pendant 26 ans le régime a géré le pouvoir sans partage. On a eu plusieurs formes de constitution, et en 1984, Sékou Touré décède. Quand il décède, la constitution est très claire, mais comme le parti unique était sclérosé, les tensions internes,
la famille était dans le parti, les tensions internes étaient très vives. La transition n'a pas eu lieu dans les conditions qu'il fallait. On a eu 3 jours de transition réelle parce que le Premier ministre a assuré l'intérim du pouvoir, mais quand Sékou décède, c'est les militaires qui prennent le pouvoir, compte tenu du fait qu'au sein du parti UNEP, il y avait des dissensions politiques entre le frère du président et le Premier ministre qui était pressenti prendre le pouvoir. On a dit, et puis en plus, qu'est-ce que cela a permis l'arrivée des militaires au pouvoir. Et pendant 24 ans, nous avons connu encore, 26 ans, nous avons connu la dictature, et pendant 24 ans, nous avons connu l'autoritarisme, c'est-à-dire l'autorité du pouvoir. Et puis la force. Et ça nous amène à dire que nous avons beaucoup de défis à relever en Afrique, notamment le défi de la démocratisation et le défi des droits de l'homme, le défi du partage du pouvoir, la limitation du pouvoir. La première transition politique en Afrique a commencé, selon moi, au Sénégal en 81, quand plus de 20 ans, Léopold Sédar Senghor se retire et laisse la place à Abdou Diouf. Je pense que nous en discutons compte tenu de toutes les réalités, compte tenu de tout ce qu'on raconte. Ça a été quand même une transition constitutionnelle, une transition légale. On parle des années 60, des années 90, l'époque des conférences nationales en Afrique, qui a opéré un autre choix politique pour les pays africains en matière de droits de l'homme, en matière de liberté transparente et autres. La Guinée, avant les années 90, avait déjà opéré une transition dans sa transition. Parce qu'en 1988, ce pays, compte tenu des réalités politiques, compte tenu des réalités économiques, la jeunesse, les étudiants avaient pris la rue pour demander le changement. Et ces changements ont été portés par la classe politique et qui a contraint le pouvoir à faire une assise afin de changer les institutions du pays. En 88, on met en place le Conseil constitutionnel qui parle, qui réfléchit sur des réformes à apporter dans le pays. On met une loi fondamentale est votée en 91, et puis on a des élections entre guillemets libres et plurielles en 90. Tout le monde pense que le pays a opéré un changement majeur. On met en place toutes les institutions de la République. Le pays fonctionne de 94 jusqu'à 87, jusqu'aux premières tentatives de coup d'État, jusqu'aux premières tentatives de coup d'État, parce qu'on a eu les putsch des 2 ou 3 février 96. À partir de ce moment, l'opposition a été bâillonnée complètement. Rien ne fonctionnait dans le pays. On surveillait toute la classe politique et les institutions ont cessé de fonctionner. Jusqu'au référendum de 2001, parce que la réforme constitutionnelle n'a pas commencé dans les autres pays, ça vient commencer en Guinée. Quand c'est Lansana Conté qui a pensé pour la première fois, en 2001, l'idée d'une réforme constitutionnelle en vue de se présenter de façon illimitée. Ça a commencé en Guinée, après c'est la Tunisie, et puis c'est devenu une mode en Afrique. Et dans ces conditions, ces référendums se passent dans la violence totale, dans la violence absolue, sans partage. Et puis les réalités sociopolitiques sont tout au vert, tout au rouge plutôt. Et en 2008, Lansana Conté décède. Qu'est-ce qu'on voit? Étant donné que les institutions ne fonctionnaient pas, parce que ceux qui étaient à la tête des institutions ne s'entendaient pas entre le président de la Cour suprême et le président de l'Assemblée nationale. Le président de la Cour suprême doit observer la vacance du pouvoir et le président de l'Assemblée nationale en ce moment doit demander à ce que les règles constitutionnelles soient mises en place pour qu'il prenne le pouvoir. Le président meurt, le président de l'Assemblée nationale cherche le président de la Cour suprême et ne le retrouve pas. Pour vous dire combien de fois le pays était complètement périclité. Et c'est les militaires qui prennent le pouvoir. Et tout le monde a vu Davis quand il a pris le pouvoir. C'est encore la violence politique qui revient. Il insulte tout le monde. Les institutions sont carrément sous sa botte. Et qu'est-ce qu'on voit? La population manifeste pour demander son départ, parce qu'il avait demandé à ce qu'il donnerait le pouvoir aux civils et qu'il se retirerait. Il refuse. Les gens manifestent au stade du 28 septembre. Le paroxysme de la violence, c'est 150 personnes qui sont tuées. 150 personnes qui sont tuées. Tous les regards se tournent vers notre pays. L'opposition est bâillonnée. On a tabassé les opposants comme des chats. Et la classe politique se réunit pour trouver une solution. Grâce à la communauté internationale qui a mené des enquêtes, notamment la Cour pénale internationale, il y a eu une sorte de panique dans le camp politique. Et Dadis Camara voulant offrir ses amis pour se protéger,
est victime d'une tentative de coup d'État. Une nouvelle transition, une transition déjà échouée avec Sékou Touré, une autre transition avec l'échec avec Lansana Conté, une nouvelle transition avec Dadis Camara. La tentative de coup d'État amène une autre forme de transition conduite par Sekouba Konaté. Et jusqu'aux élections de 2010, qui a vu venir Alpha Condé, qui a fait près de 40 ans en France, qui rentre, il est le père du multipartisme intégral, parce que quand il rentre en Guinée, il quitte en 52, il rentre en 91, c'est lui qui demande le multipartisme alors que les autres partis voulaient le bipartisme, notamment le parti au pouvoir. Il vient au pouvoir, tous ses compagnons politiques sont décédés, c'est lui seul qui est dans l'arène politique. Notamment, il est connu de tous, son parti est grand, le RPG c'est un énorme parti. Il prend le pouvoir, on pense à une réconciliation nationale, au renforcement des libertés politiques, au renforcement des libertés publiques, surtout au renforcement des droits de l'homme et la consolidation des acquis de la démocratie, parce que cette fois-ci c'est un professeur de droit qui arrive, et c'est un homme de lettres, c'est un homme de culture, et c'est un docteur qui prend le pouvoir. Et de 2010 jusqu'en 2015, complètement la politique est démilitarisée, l'armée retourne dans les camps, c'est les civils qui reviennent au pouvoir, les acteurs politiques reprennent, on commence à réorganiser les institutions de la République, mais la situation est encore pire. Pourquoi? Parce que les conflits ethniques, les rivalités politiques, notre premier interlocuteur a parlé de la milice. Aujourd'hui, il existe en Guinée des milices qui répriment les manifestations, les contre-manifestations. Donc, ce qu'il dit des milices, c'est une réalité véritable. La classe politique est bâillonnée. Et aujourd'hui, les rivalités interethniques n'ont jamais été aussi violentes, n'ont jamais été aussi virulentes. Et la violence politique n'a jamais été aussi constante dans le pays. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On parle d'une éventualité d'un troisième mandat, alors que la Constitution a très bouclé, ce qui risque d'amener le pays vers une nouvelle violence, vers une nouvelle crise. Donc, ce que je veux, c'est une nouvelle crise et le pays va droit dans une incertitude totale. L'Afrique, nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes situations. C'est pourquoi moi je ne crois pas aux hommes politiques, contrairement à notre camarade. Je crois à une force, je crois à une organisation, je crois à une société civile responsable, je crois à une organisation socio-professionnelle, aux étudiants, aux femmes, aux élèves, pour porter l'Afrique et porter un projet politique qui va nous sortir de l'impasse. Je ne crois pas aux hommes politiques, malheureusement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais c'est encore étonnant puisque M. Ba a 8 minutes. Merci. Je laisse la place aux questions. Merci. Donc la place est aux questions. Si vous avez éventuellement des questions, oui mon frère. Oui, moi c'est Roland. J'ai une question. Vous avez dit que vous ne croyez pas aux hommes politiques, mais plutôt vous croyez à la société civile. Mais qu'est-ce qui fait, comment allez-vous amener la société civile à exister et à devenir puissante en 2009 et 2008, la Guinée a connu la société civile, je veux dire, la mieux organisée. C'est-à-dire, il y a eu les syndicalistes, il y a eu les partis politiques et les organisations même de la société civile qui se sont réunies et qu'on a appelé les forces vives. Et ces forces vives ont porté les revendications. Et quand il s'agissait, pendant les accords de Ouagadougou, et ces forces vives ont porté les revendications. Quand il s'agissait de trouver un Premier ministre de la transition, ce sont les forces vives qui se sont réunies, qui ont choisi le Premier ministre de la transition. Sur quelle base ils ont choisi le Premier ministre de la transition? Ils l'ont choisi sur la base de ses compétences, de ses connaissances et de sa valeur. Donc, il y a un opposant qui a été choisi comme Premier ministre de la transition parce que le pouvoir a été partagé. Les militaires ont pris l'exécutif, les politiciens ont pris les militaires, il y a eu un général, les politiciens ont pris l'exécutif et puis les syndicalistes ont pris le législatif. Donc, les forces vives se sont entendues sur une plateforme, des réunions, comment on appelle, les décisions étaient prises par voie. Les décisions étaient prises sur la voie des élections, c'est-à-dire sur une voie égalitaire, sur une voie juste. On a vu leur évolution, c'était la structure la mieux organisée jusqu'aux élections en 2010. Et puis, la société civile a joué beaucoup de rôle dans la démocratisation du pays.
Parce que le mouvement syndical et le mouvement des femmes a amené le pays a amené le pouvoir à se conscientiser. Donc, de ce parcours jusqu'au choix, parce que là, il n'y a pas à dire c'est lui qui est le plus populaire, non, c'est celui qui connaît, c'est celui qui est capable qui passe. Donc, ils ont fait des preuves en ce sens, en trouvant le premier ministre consensuel, en mettant en place un parlement consensuel. Et je pense que la société civile peut s'organiser pour trouver un chef d'État consensuel, pour mettre en place des institutions consensuelles. On peut discuter sur la forme d'institution qu'on veut, sur le mode de pouvoir qu'on veut. On peut aussi discuter sur la limitation du pouvoir. Et là où Alpha Condé va avoir des problèmes, c'est au niveau de changer, c'est quand il voudra changer la constitution pour se représenter une troisième fois. Parce que, et pourquoi, les gens n'accepteront pas. La constitution a été déjà bâillonnée par la société civile qui l'a déjà fait. C'est dit dans son article, c'est l'article dans la constitution, c'est dit qu'on ne doit pas toucher à l'article qui parle du nombre de mandats. C'est irréversible, on ne peut pas y toucher. Donc on se demande comment il peut contourner ces règles et pouvoir se représenter. Donc on a déjà trouvé la solution à nos problèmes. Donc la société civile, c'est une valeur constante si elle est mieux organisée et si elle est bien structurée. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons une deuxième question ici, M. Bernard Tanguy. Merci. Il est assez difficile de voir en Afrique une société civile locale organisée. Pourquoi? Premièrement, elle est matraquée, parce qu'elle n'a pas cette force. Parce que ceux qui sont au pouvoir utilisent tous les moyens qu'ils ont pour conserver leur pouvoir. Donc il faut mater les gens. Et le deuxième constat qu'on remarque, cette méthode de changer les constitutions, c'est comme un effet domino qui est en cours en Afrique, et notamment dans l'Afrique francophone. Nous essayons, la Côte d'Ivoire est dans ce même processus. Celui qui est venu chasser Gbagbo, envoyer Gbagbo à la Cour pénale internationale de justice, est dans le même scénario. Là, c'est la Guinée qui a pris le relais, le Gabon va s'en suivre, la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que cette société civile-là peut faire pour arrêter ce train qui est en cours là? Parce qu'apparemment, on n'a pas ces moyens-là, les moyens physiques. Toutefois que nous voulons sortir pour manifester, il y a la répression qui est là, une forte répression. Et ces gens-là, quand ils font la répression, ils viennent avec tous ces signaux. C'est-à-dire qu'on va reconnaître le nombre de morts, le sang de morts coulé, faire peur aux gens. Et les gens ont peur de sortir. Qu'est-ce que nous devons faire, cette société civile-là, pour avoir cette force-là et l'enthousiasme qui peut pousser les jeunes à dire non, on peut arrêter ça. Ça dit que l'engagement, cet engagement. Comment on peut faire? Aujourd'hui, le monde est interconnecté. Une action posée au Burkina Faso, ça se répercute aux États-Unis. Aujourd'hui, la société civile est très forte. Si Blaise Compaoré est parti, parce qu'il y avait une société civile très forte. Si le général Djindéré est parti, c'est parce que non seulement la population s'est interposée, et pour la première fois, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a eu conscience d'aller dans le sens de cette société civile. Donc c'est un changement qui a été porté par la société civile. Au Sénégal, j'en viens, au Sénégal, le multipartisme intégral, c'est l'œuvre de Abdoul Diouf, bien sûr. Mais il y avait aussi une société civile qui l'a contraint au multipartisme intégral. Ouad voulait changer la constitution pour un ticket unique. S'il n'y avait pas la société civile, Ouad, il serait passé. Il y a bien d'autres cas. En Guinée, on a vu l'œuvre du mouvement syndical. Le mouvement syndical, c'est le mouvement syndical qui a donné l'indépendance à la Guinée. C'est le mouvement syndical qui a amené la démocratisation des institutions. Et c'est le mouvement syndical qui a fait appel à la transition. Et lorsque on signait les accords de Ouagadougou, le mouvement syndical était là, les forces vives étaient là. Ça a été ratifié par les forces vives. Donc, la société civile a un bilan positif. L'Afrique connaît une société civile de façon très tardive. Ça date des années 2003, si je m'abuse. Mais aujourd'hui, elle se constitue, elle se structure. Vous composez la société civile. Vous avez fait un travail sur le lac Tchad. Ça, c'est très dynamique, c'est très important. Et c'est comme ça qu'on pourra parvenir à changer. D'abord par notre connaissance, mais aussi par la pression que nous constituons. Merci. Oui, juste pour ajouter, c'est-à-dire le problème de la société civile, c'est que normalement, elle doit être équidistante du politique. Et le problème en Afrique, pour la société civile, c'est que souvent, elle est cooptée par le pouvoir, c'est-à-dire elle est politisée. C'est ça qui pose problème. Et l'exemple, on pourra en parler tantôt, avec Abdoulaye Wade, n'eût été la société civile, on en parlait des Yanamare, des jeunes qui sont mobilisés, et qui sont restés un peu comme au front. Mais le problème, c'est la politisation de la société civile.
ce qu'il faut éviter. C'est pourquoi elle doit être structurée. C'est pourquoi elle doit être structurée. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Oui, c'est très, très important ça. Mais je voudrais souligner ceci. Nous sommes dans le cadre précis de ce qu'on appelle la résistance au changement. Okay. La résistance au changement. Oui. Toute félicité en face à une résistance au changement. Okay. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'expression de transition démocratique mérite sa place. Et cette transition, on ne sait pas combien ça va durer, combien de temps ça va durer. Mais nous sommes en plein en transition démocratique. Et dans cette résistance au changement, il y a des poches. Il y a des poches, comme autour de M. Denis Sassou Nguesso, en rapport direct avec des intérêts étrangers, vous voyez, et qui font cette résistance-là. J'avais écrit un texte que j'avais balancé sur la toile, que j'avais intitulé « L'hypothèse d'impact de nos progrès de l'Afrique ». L'hypothèse, c'est une hypothèse. Ce n'est pas une certitude, mais c'est une hypothèse. Et quand on essaie de cerner un peu les partenaires de ce pacte-là, on peut facilement trouver, vous voyez. Donc, je suis confiant. Ce que vous dites là, la société civile, évidemment, va se structurer dans le temps, mais il faut que ça soit désormais quelque chose de réfléchi, que nous rentrons dans une démarche systématique, un peu plus rationnelle, qu'on ne fasse pas des choses un peu comme la génération spontanée, plaf, comme ça, là, sans savoir où est-ce qu'on va. Et structuré, comme vous le dites, pour qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait une résistance pour le changement. Absolument. Et cette société civile est dans la dynamique, la résistance pour ce changement. En tout cas, ça a commencé vers l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas comment cette dynamique va s'opérer en Afrique centrale. Ça, je ne sais pas comment ça va se structurer, mais déjà, avec les étudiants et les jeunes qui sont politisés aujourd'hui, très fortement, mais qui savent que les politiciens, quand ils viennent voir, c'est pour les corps, il y en a qui refusent la politique. D'où le cas du Sénégal, qui est très exemplaire, emblématique. Et le cas du Burkina, parce qu'on a demandé au président, on te surveille. Si ça ne va pas, on te fera partir aussi. Voilà. Merci, M. Ibrahim Ba. Merci beaucoup. Et je vous signale qu'il avait écrit un livre là-dessus. Donc, pour ceux qui ont besoin de ce livre, ils peuvent aussi se rapprocher auprès de M. Ibrahim Ba. C'est un écrivain, il a écrit un livre là-dessus.